Je m'appelle Natalia et je suis d'origine de Moldavie. J'étais en train de travailler en tant qu'orthophoniste à l'hôpital lorsqu'en 2018 j'ai eu l'idée de voyager autour du monde. Alors en 2019 j'ai fait un tour du monde en visitant environ 60 pays et depuis 3 ans je voyage continuellement. Donc là, maintenant, j'ai visité à peu près, c'est pas à peu près, plus précisément, 113 pays. Et donc demain 114 avec San Marino. Exactement. Et ce que j'ai trouvé grave intéressant chez toi, c'est que du coup tu as une grosse expérience en autostop. Et est-ce que tu pourrais parler de ta première expérience en autostop? Oui, ma première expérience, c'est quand j'étais enfant. Je ne me souviens pas exactement si j'avais 7 ans ou 9 ans. Je me souviens juste que ma mère, elle m'a laissée à la maison, elle est partie avec son mari, c'est-à-dire mon beau-père. Ils sont partis en moto rendre visite à mes grands-parents et ils ont pas pu me prendre avec eux. Et du coup, j'ai décidé sur un coup de tête d'aller voir ma grand-mère et le temps qu'ils arrivent dans le village voisin, à peu près à 30 et quelques kilomètres, je suis arrivée après eux en faisant du stop. Ok. Donc oui, c'était ça. Bien évidemment, j'ai été punie. Mais après, ma maman me laissait souvent aller parce que moi j'étais à la campagne de Moldavie et elle me laissait souvent faire le trajet entre notre village et la ville qui était à 22 km pour aller voir mon oncle et ma tante. Et là, elle me laissait dans le bus en parlant avec le chauffeur de bus en disant voilà, ma fille elle va dans la ville et dans la ville souvent j'allais à pied toute seule chez ma famille. Donc oui, j'ai appris à être sur les routes depuis jeune enfance. Oui, exactement. Okay. Et après, en étant adolescente, quand j'ai fait mes études au lycée, dans la même ville dont je parle, tout au nord de la Moldavie, j'ai fait pratiquement tous mes trajets en stop parce que c'était beaucoup plus pratique et moins cher. Je dis moins cher, pourquoi? Parce qu'en Moldavie, comme dans d'autres pays au monde, et vous allez le voir à travers cette interview, il y a pas mal de pays qui demandent de payer le stop. Quand quelqu'un vous prend en voiture, c'est pas comme en Europe. Donc il faudrait payer, comme par exemple en Mongolie. En Mongolie, c'était de genre dans leur, comme si c'était la valeur de genre 1000 unités de leur monnaie, je me souviens plus maintenant, voilà, pour 1 kilomètre, disons. Ouais, donc, sinon, en Afrique, ça pouvait coûter 2-3 fois plus cher que le billet de bus. Mais ça, c'est parce que les Africains, dans beaucoup de pays, ils estiment que nous, on est blancs, on est riches, donc il faut payer double, triple. Ouais, donc tu as vraiment une expérience sur toutes les cultures que tu as vues. Il y a vraiment eu des grosses différences. En fait, l'autostop t'a vraiment permis d'avoir une réelle immersion dans la culture de différents pays. C'est exactement, tu m'as pris le fond de ma pensée. C'était ça ce que je voulais dire, c'est ce que je t'avais dit avant. Oui. C'est que c'est vrai que moi j'estime, moi je voyage maintenant depuis tant d'années et j'estime que selon mes critères de voyage, je dois faire certaines choses pour dire oui, j'ai visité ce pays parce qu'il est impossible de visiter un pays profondément. C'est-à-dire qu'il faudrait carrément y vivre quelques semaines, rester avec les locaux, s'habituer à la nourriture, aux boissons et tout ça. Par exemple, prenons un exemple très extrême comme la Mongolie. Parce que là-bas, voilà, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes et il faut boire du lait écaillé de toutes sortes. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire oui j'ai visité tant de pays, je dirais plutôt superficiellement, mais les conditions dont je te parlais, c'est des choses de genre visiter au moins 3 places différentes, 3 villes
et surtout aller aussi à la campagne, de faire du stop, absolument faire du stop, ça donne une idée du pays, et je vous dirai pourquoi. Manger, boire local et être hébergé par un local. Si ce n'est pas par un local, au moins par une personne qui vit depuis des années là-bas. Ouais, Et ça, le couchsurfing, c'est une application qui aide énormément les voyageurs comme nous d'avoir cette approche dans le pays respectif. Exactement. Okay. Alors un exemple, c'est l'Irlande. J'ai juste atterri hier matin d'Irlande. J'ai essayé le stop et oui, ça a marché, mais très difficilement. Et il faut surtout être à la campagne pour que ça marche. C'est-à-dire d'une grande ville à une autre grande ville, ça ne marche pas. Et encore, la troisième fois, c'est un couple d'Italiens qui m'ont aidé parce que j'ai insisté, parce qu'il faisait déjà nuit noire. Ouais. J'étais aux falaises de Moher sur la côte ouest et je n'avais pas d'autre choix que de quémander, de prier les gens de me ramener dans la ville où j'allais être hébergée par un coach surfeur. Et les deux autres, c'était des vrais Irlandais, ouais. Et ils m'ont dit, oui, il y a 30 ans, nous aussi on faisait du stop. Maintenant, voilà, on ne fait pas. Les gens ont peur, et ce qui est drôle, la peur des gens accroît avec la richesse ou l'économie du pays. Okay. Plus un pays est développé et plus riche, parce que l'Irlande, c'est un pays riche d'Europe, et plus de difficultés je vais avoir en tant que voyageuse de faire du stop dans ce pays. En Afrique, c'est très facile parce qu'ils savent qu'on va payer, donc ils s'arrêtent tout de suite, c'est pas un problème. Sinon, j'ai fait aussi du stop très lointain, genre à Hawaï. J'ai réussi sur les 4 îles que j'ai visitées à Hawaï à faire du stop sans aucun problème, parce que sur les îles isolées comme ça, c'est très facile. Même à Saint-Martin, surtout côté français, c'est encore plus facile que sur Saint-Martin côté hollandais. Donc là, ce qui est drôle, c'est qu'on sort à peine de l'appartement, il y a des gens qui passent, ils savent qu'ils voient, je pense, sur l'attitude, sur le visage, ils disent « Ah, tu veux aller dans en ville ?» Devinent. Oui, oui, exactement. Okay. C'est eux-mêmes qui peuvent demander « Ah, tu veux que je te dépose ?» Donc c'est très sympa. Sinon, à Alaska aussi, c'est très difficile, mais attends, j'ai oublié de dire qu'on parle de stop, de l'autostop, c'est-à-dire de stop en voiture, mais j'ai fait aussi du stop en bateau et en avion. Ok, tu as fait de l'avion stop. J'ai fait de l'avion stop. Là, je pensais des anecdotes à raconter, tu vas en faire rêver certains là. 4 fois. 4 fois. Ouais. La première fois, c'était j'ai fait une blague en disant j'étais invitée par une famille de Moldaves qui habite à Alaska, et je leur ai dit j'ai ce rêve de faire du stop en avion. Et la fille, elle me dit « Ah, mais tu sais, on a un aéroport privé, tu veux qu'on aille voir ?» Et on a pris les enfants dans la voiture, on est allé parce qu'elle connaissait le chef, le propriétaire de cet aéroport. Sauf qu'on va là-bas, le propriétaire était parti en vacances. Donc on a parlé avec une personne qui était en train de réparer un petit avion là-bas. Et la personne nous a soufflé en disant tu vois le monsieur qui vient de sortir sur la porte, c'est un chirurgien de New York, il a un avion de place, va essayer avec lui, peut-être que ça marchera. Et ça a marché. Donc tu as fait un vol En fait, j'ai fait un vol de 30 minutes au-dessus d'Alaska pour voir... ouais. Okay. Pour voir Alaska Donc la stratégie pour faire de l'avion stop, c'est d'aller dans les aéroports, réviser les petits avions privés du coup. Exactement. Ok, c'est clair que pour moi ça ferait un défi, je n'ai encore jamais fait d'avion stop, tu vois. Mais c'était un défi. J'ai plein de défis comme ça pendant mes voyages. Et du coup, si tu me permettre d'embrayer sur une autre question, je voudrais te questionner sur ta philosophie en tant que voyageuse. On t'a déjà bien dit que l'immersion et le fait de comprendre une culture, c'est ultra important pour toi. Est-ce que tu aurais aussi des défis plus personnels, du coup, quelles seraient tes autres motivations en tant que voyageuse? L'aspect financier, parce que l'autostop, ça aide beaucoup en Suisse ou en Nouvelle-Zélande. Ah oui, la Nouvelle-Zélande, c'est l'exemple parfait de faire du stop. C'est très très cher, tout ce qui est transport, c'était de genre 80 € pour 2-3 heures. Et j'ai dit, mais je peux pas, je pourrais jamais.
Encore les auberges de jeunesse à 15-20 euros, ça va. Mais moi, mon budget journalier, c'est 33 euros. C'est-à-dire c'est par mois, moi je dépense 1000 euros en voyageant. Et donc du coup, moi c'était toujours, mais comment je vais me débrouiller? Et voilà, c'est là où j'ai dit, bah, j'ai entendu parler que ça marche bien. J'ai essayé, ça marchait vraiment bien. Et le mieux, c'est que les gens vous invitent à la maison. Je me souviens, il y avait un monsieur qui ne pouvait pas me déposer plus loin que 50 km. Et il m'a dit, ne reste pas ici, cette intersection n'est pas très bénéfique. Je vais t'aider, on va se déplacer, je vais te mettre sur une aire où c'est l'entrée sur l'autoroute. Et en attendant, il me demande, ah, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux que je t'amène au restaurant pour manger? Je dis, c'est très généreux de votre part, mais je me dépêche parce que la nuit va tomber et je ne sais pas où est-ce que je vais dormir. Et là, il me dit, attends. Donc, il est parti, il revient avec une boisson hyper calorique, avec des petits snacks, juste des choses à grignoter. Il me donne ça et dit, prends-les parce que tu auras besoin. Et après, il m'a déposé, il m'a donné un carton, un petit keyboard, et j'ai marqué voilà, la ville où j'allais. Et après, le deuxième qui m'a rendu service, il m'a carrément donné le numéro de téléphone en disant si la nuit tombe et que je suis encore sur la route, que je l'appelle et il viendra me chercher et avec sa femme ils vont me loger chez eux. Okay. Et ça est arrivé déjà, ça m'est arrivé après un autre jour où effectivement un couple m'ont pris chez eux à la maison et m'ont logé. Et ouais, ça, bah, du coup c'est pareil, ça m'est arrivé d'avoir un peu là, des sunset cars, des gens qui m'invitent chez eux. Et je pense qu'une question qui revient souvent, c'est toi, comment tu te sens justement quand quand tu rentres dans la voiture d'un étranger et limite dans la maison d'un étranger, enfin, est-ce que tu es toujours en confiance, est-ce que tu as peur? Alors, si tu as remarqué sur mon sac à dos, j'ai mon drapeau de Moldavie. Ouais. C'est déjà, pour moi, j'utilise ça non seulement pour quelque part promouvoir mon pays à l'étranger parce que pas beaucoup de monde connaissent la Moldavie, peut-être plus maintenant avec la guerre, mais en tout cas c'est aussi un signe de dire je suis une voyageuse chez vous. Donc regardez, je viens d'ailleurs. C'est aussi un moyen de communication, d'instaurer un climat de confiance, de rentrer dans la communication avec la personne. Quand je rentre dans la voiture, je me présente, je m'appelle Natalia, d'où est-ce que je viens, ce que je fais, pourquoi je voyage, et après c'est moi aussi qui peux... Donc les choses se font très naturellement. Ok. Ce qui fait que dès qu'il y a en gros, quand la glace est brisée, tu sens qu'il y a un feeling, et la confiance s'installe assez naturellement. Oui, et j'essaie aussi d'observer si la personne est bavarde, s'il faut entretenir cette communication, ou plutôt respecter le silence dans le sens où parler de temps en temps, et si c'est lui qui me sollicite, je vais répondre. Si je vois qu'il a besoin plutôt de calme, je ne vais pas le solliciter, je vais Ok. Parce que pour rester un peu sur la question de la peur du voyage, toi tu m'as dit un peu plus tôt que en gros tu essayais de partir avant d'avoir peur. Oui, à la base, voyager autour du monde, c'était un rêve d'enfance parce que je voulais explorer au maximum les pays de notre planète, mais aussi de sortir de cette zone de confort, de faire des choses extraordinaires. Et je pense que faire du stop, c'est une chose extraordinaire parce que c'est s'auto-dépasser. On développe pas mal de fonctions supérieures. Comme la planification, l'inhibition, c'est-à-dire c'est être un peu plus désinhibé. Quand je dis désinhibé, ça ne veut pas dire se mettre à nu, mais s'ouvrir, c'est l'ouverture d'esprit, la patience, parce que souvent on peut rester 8 heures sur la route, sous la pluie et tout ça, avec le froid. J'ai déjà fait à moins 16 degrés en Laponie l'année dernière, et c'est à un moment donné, c'est une voiture de police de frontière qui est venue et qui m'ont aidé, ils m'ont déposé à la station de bus du côté de Suède. Donc voilà, donc comme quoi, oui, c'est ça aussi, c'est aussi de se dire, ah, je m'envoie, je fais du challenging, en fait, voilà, c'est des auto-provocations et c'est très auto-stimulant. Ouais,
facilement. Bah, je peux imaginer, j'ai vécu moi-même des situations la semaine dernière assez challengeantes. Enfin, on était avec un ami, du coup, c'est dont je te parlais. On s'est retrouvé à plus ou moins dormir sur une station de service en j'ai déjà fait ça. Voilà. Du coup, je lui ai posé. À une station de service, mais j'ai pas dormi. Je suis restée à parler avec les Africains. Ouais. Oui. Ça m'est arrivé. Avec nous, comme on était deux, peut-être qu'on pouvait se permettre de dormir. Bon, je crois qu'à un moment, on a dormi tous les deux en même temps. Mais les gens de la station-service étaient sympathiques, donc c'était safe. Ouais. Mais du coup, peut-être que, ouais, je suis... Attends, je vais te dire, je te coupe parce que, comme tu as dit, on s'est endormi en même temps. Tout de suite, ça fait clic dans ma tête parce que j'ai fait du stop en bateau. Et on devait aller de la côte est de Floride vers le point le plus au sud, c'est-à-dire la côte Key West. Mais à un moment donné, c'était un voilier, il n'y avait pas de vent et on a déjà fait, je ne sais pas, une douzaine d'heures, on était fatigués et à un moment donné, on était à la barre et tous les deux, on s'est endormis. Et on s'est réveillés à la bonne étoile avec le bateau qui partait du côté droit, je ne sais pas où, dans la mer. Donc c'est pour ça que ça m'a fait clic dans... Ouais. C'est vrai que dans les situations d'être potentiellement dangereuses, c'est pas le moment de dormir. Mais ce qui est fou, c'est que souvent à travers du stop, on peut aussi rencontrer des gens incroyables, extraordinaires. Moi, je suis tombée, par exemple, sur un capitaine qui avait son équipe de 3 hommes à Punta Arenas, à Patagonie. Et ils m'ont emmené avec eux sur le bateau. Donc il y avait 4 hommes et moi, donc vous imaginez la situation. Et ils m'ont emmené en mer parce qu'ils allaient à la pêche, je dis à la pêche dans le sens où ils allaient ramasser le crabe royal, tu sais, les gros crabes, parce que c'est la saison en plein début d'été chez eux. Et donc du coup, on devait passer dans le canal Beagle, celui qui va vers Cap Horn, vers tout au sud du continent américain du sud. Et donc là on a fait comme ça de Punta Arenas jusqu'à Puerto Williams, c'est-à-dire c'est le village le plus au sud de Chili, de la Patagonie chilienne. Et là j'ai vu en fait de l'intérieur comment ça se passe le travail avec ces gens-là. Ils étaient super respectueux. C'est vrai que si on compare faire du stop entre un homme et une femme, je pense qu'il y a certainement, je vais avoir plus de bénéfices que toi, mais je vais avoir aussi plus de risques que toi. C'est ça. C'est ça aussi. Je pense que tu résumes assez bien la chose. C'est plus facile mais plus risqué pour toi, et moi du coup, voilà. Oui, et comme pour donner un peu l'exemple de gens, comme je t'ai dit à Alaska, j'ai eu déjà la personne qui m'a demandé si je voulais coucher contre voilà, au stop, alors qu'il n'allait même pas dans la direction où je voulais, et bien évidemment j'ai refusé. Et à Hawaï, c'était un jeune homme qui était très bien habillé, qui avait une bonne attitude, et tout à coup il a commencé à se toucher. Je ne sais pas pourquoi ça l'a excité et tout ça, alors que j'étais habillée. Normalement, j'essaie de ne pas provoquer les hommes, et je suis une voyageuse sac à dos, donc un backpacker, je ne suis pas élégante, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, donc cette personne-là a commencé à se toucher. Et je ne savais pas comment réagir. Est-ce qu'il fallait que je panique? Est-ce qu'il fallait que je saute de la voiture alors qu'elle était en train de rouler? Est-ce qu'il fallait que je crie sur lui? Je pense que l'attitude que j'ai choisi d'avoir, c'était de continuer de parler avec lui sans le regarder ce qu'il faisait, de regarder la route, d'essayer de le perturber dans la conversation, c'est-à-dire de porter son attention sur autre chose, sur des choses extérieures, parce qu'on ne sait pas si c'était une personne perverse. Peut-être que ma peur, si j'avais peur de lui, ma panique, mon comportement pas dans le bon sens, aurait pu l'aider encore plus à aller au-delà de ce qu'il faisait, et peut-être même m'agresser sexuellement. Il se trouve que par le dialogue, j'ai réussi à lui dire « Ah, j'aimerais visiter, il y a une belle cascade et tout ça ». Il m'a emmené à la cascade.
Tout s'est bien passé, il m'a amené à la destination finale et après il s'est excusé pour son acte. Ok. Donc moi je pense aussi que même les mauvaises personnes ont des bonnes choses en elles et c'est pour ça que j'essaie de rester positive quand je fais du stop. Mais en Afrique j'ai fait aussi du stop extrême dans le sens où j'ai passé déjà la frontière en pleine nuit, la frontière entre Botswana et Namibie. Et je suis tombée sur une personne très respectueuse qui m'a dit qu'il a une chambre à l'hôtel avec 2 lits séparés. Et il m'a ramené de point A au point B. En plus, c'est là où il fallait, c'est-à-dire que j'ai eu aussi la chance de rencontrer la bonne personne. Il m'a nourri, il m'a logé, il m'a déposé sans qu'il y ait la moindre ambiguïté, extrêmement respectueux. Ouais. Pour toi, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer à faire du stop? C'est difficile de dire c'est le meilleur, mais je vais essayer. Disons qu'il faut tout d'abord se faire confiance en soi. Parce que si on se fait confiance en soi, ça veut dire qu'on peut croire aussi dans les gens. Tu vois ce que je veux dire? Parfois la peur aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas engendrer de peur. Il faut juste être optimiste, positif et se dire tout va bien. Après, vu que je suis une femme, je dirais faire attention à l'aspect physique, ne pas se faire trop belle, se mettre du maquillage, s'habiller, quoique j'ai fait en robe, mais bon, il vaut mieux s'habiller en pantalon, être assez discret, peut-être pas trop rigoler, peut-être être plus dans le sens attitude, aspect physique. Ça c'est pour une femme. Ouais, c'est ce que c'est pas pareil. Ouais. Exactement. Okay. Et je pense l'aspect sérieux, respectueux, ça peut aider. Et surtout ouverture d'esprit, avoir l'ouverture d'esprit. Donc ça c'est des choses, des qualités qui se développent au fur et à mesure que l'on voyage, que ce soit en autostop ou tout simplement par n'importe quel moyen de transport. Ouais. Alors tu as peut-être un peu devancé la question que je voulais te poser, mais je vais te la poser quand même. Pour toi, quelle serait la plus belle leçon que t'as apporté l'autostop? C'est-à-dire l'humanité est très belle dans le sens où c'est-à-dire que l'autostop ça peut nous créer ou générer des belles histoires de voyage, de belles histoires de vie des gens. Ça peut être un journaliste qu'on rencontre sur son chemin, ça peut être un réfugié politique, ça m'est déjà arrivé. Par exemple un Syrien en Guadeloupe. Donc, vous voyez, c'est en faisant du stop. Ou en faisant connaissance avec comment on appelle ça? C'est un journaliste qui travaille pour BBC World et National Geographic. Il travaille en tant que naturaliste. Ouais. Il observe les ours et les loups à Alaska. Okay. Et du coup, j'ai été invitée à faire son assistante là-bas, mais ça n'a pas marché parce que mon visa était trop court. Donc tu aurais pu avoir une opportunité professionnelle en fait. Oui, j'aurais pu aller avec lui dans, comment on appelle ça, wild. Dans la nature sauvage, exactement. La nature sauvage avec lui parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour poser les appareils, pour tenir les appareils et tout, et d'être vraiment sans douche, sans rien dans la nature sauvage pendant des semaines. Bah là tu me fais rêver, j'avoue. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est les surprises. Et oui, et d'ailleurs en faisant du stop, j'ai fait, quand j'ai parlé du bateau en Floride, j'ai fait connaissance avec une famille d'Américains aisés. Ils m'ont invité aux Bahamas, dans leur villa personnelle. Et après, on est revenu à catamaran de Bahamas en Floride. Et après, c'est-à-dire cette année, j'ai pu aller en avion privé de Floride à Texas pour célébrer Thanksgiving avec une famille américaine entière. Wow. Voilà. C'est la cerise sur le gâteau. C'est clair, ça te fait avoir des anecdotes de dingue. Ouais. Et est-ce que il faut que j'écrive un livre. Clairement, ouais. Et du coup, j'ai une autre question à te poser, parce que c'est la première fois que je te rencontre et je te vois directement tout de suite très à l'aise. Mais est-ce que l'autostop a fait évoluer ton caractère ou Oui, tout à fait.
Je pense que c'est plus au niveau de l'ouverture de l'esprit Ouais. et aussi l'optimisme. Ouais. Peut-être que d'autres diront que je suis naïve. Je veux bien avoir cette naïveté et croire que les gens sont bien et tomber sur que c'est des gens bons, mais apparemment ça marche bien. Donc je sais pas, oui, la théorie, comment ça marche, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ça m'a changé totalement. Totalement. Je pourrais pas, effectivement. Avant, j'avais des a priori. Ah oui, le jugement. Je ne juge plus les gens. C'est-à-dire que je dis même peut-être, ça m'arrive parfois, mais c'est plus comme c'était avant. Ouais. Donc, Ouais, tu laisses les gens te surprendre. oui, tout à fait. Ok. Et même s'il y a des gens qui, peut-être leur attitude, leur caractère ou leurs actes vont plus me choquer, mais je vais peut-être leur trouver une excuse ou je vais essayer de leur ouvrir l'esprit aussi. Je vais prendre le essayer temps de les connaître un peu. Oui, oui. Parce Ok. que souvent les gens ont une opinion sans expérience, sans Ok. retour. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Ok. Bah écoute, je vais te poser allez, une petite question rapide avant de passer à la dernière question. Pour toi, quels seraient si tu devais faire un top 3 des meilleures qualités d'un autostoppeur, ce serait quoi? 3 mots, quelles seraient les qualités les plus importantes pour un autostoppeur? Courageux, curieux et respectueux. Ok, bah, écoute, super. Et on va passer du coup à la dernière question. Si tu avais un message vraiment à partager avec le monde, enfin, quel serait pour toi le mot de la fin du coup de cette interview? Quel serait pour toi le message que tu aimerais partager avec le reste du monde, si tu en avais un? Eh ben, je dirais voyager maintenant. On a déjà vu avec la pandémie, avec la guerre qui est en ce moment, que c'est jamais le meilleur moment. Donc le meilleur moment, c'est maintenant. Donc n'attendez pas. Moi, j'ai un ami américain qui a écrit un livre en voyageant après 15 ans de voyage et son livre s'intitule Go Now. C'est Nick Zoa. Et c'est vrai, il a raison parce que lui, il connaît le monde il y a 20 ans, une quinzaine d'années. Et moi, je vois la différence déjà rien qu'en 3 ans. Et je ne vous dis pas à quel rythme le monde change et il vaut mieux l'attraper maintenant avec ses traditions, avec ses coutumes, avec son folklore, parce que la globalisation elle est là, ça se passe à grands pas. Et voilà, donc je pense, n'hésitez pas, ne vous posez pas trop de questions. Et surtout, c'est bien les voyages organisés, mais faites des choses pas organisées du tout. Juste non planifié, vous sortez, vous prenez un sac à dos, vous prenez un billet. Moi, souvent, je prends le billet aller, jamais le retour. Et j'improvise, improvisez. Et voyagez et éclatez-vous. Bah super, bah merci beaucoup pour ton témoignage, enfin toutes tes anecdotes, tous tes conseils, enfin c'était juste passionnant de t'écouter. Donc un grand merci à toi. Merci.